La caméra avait été fixée à environ 1,80 m de hauteur sur un tronc de cyprès, au cœur de la réserve nationale de Big Cypress, orientée vers un étroit sentier de gibier longeant deux canaux peu profonds. Déclenchée par le mouvement, résistante à l'humidité et conçue pour fonctionner sans surveillance pendant des semaines, elle faisait partie d'un dispositif bien plus large. Le docteur Michael Kirkland, biologiste spécialisé dans les espèces envahissantes pour le district de gestion des eaux du sud de la Floride, avait placé 37 caméras similaires le long d'un corridor de 20 km de zones humides dans le sud de la Floride. La mission était claire: documenter l'activité des pitons birmans, les comptabiliser, cartographier leurs déplacements et comprendre ce que l'invasion faisait subir à l'écosystème sous-jacent. La caméra a fonctionné pendant 6 semaines. À la fin de cette période, Kirkland a pris sa voiture, récupéré la carte mémoire, puis regagné la station de terrain. Ce soir-là, il a chargé les images. Il les a visionnées une seule fois. Puis il a saisi son téléphone et appelé chaque membre de son équipe pour leur dire de venir immédiatement, pas le lendemain, ce soir-là même. Ce que contenait la carte mémoire n'était pas ce que les caméras avaient été conçues pour capturer. Ce n'était pas un python birman, ce n'était pas un alligator, ce n'était aucune des espèces envahissantes ou indigènes que l'étude avait pour but de recenser. C'était quelque chose qu'aucun des modèles de travail n'avait prédit voir apparaître dans ce cadre précis, dans cet écosystème précis, à ce moment précis de la chronologie de l'invasion. Et les implications de ce que la caméra avait enregistré dépassaient ce qu'un seul chercheur de l'équipe de Kirkland était en mesure d'interpréter seul. Pour comprendre ce que la caméra de terrain a capturé et pourquoi cela avait de l'importance, il faut d'abord comprendre comment le problème des pitons en Floride a commencé, jusqu'où il a progressé, et à quoi ressemblait l'écosystème envahi avant que l'invasion ne démarre. Les images sur la carte mémoire de Kirkland constituent le dernier plan d'une histoire qui s'étale sur 30 ans. C'est le reste de cette histoire qui rend ce dernier plan compréhensible. Comment le paradis est devenu un cimetière. Le 24 août 1992, l'ouragan Andrew a touché terre à la pointe sud de la Floride. Les vents soutenus ont atteint 265 km/h. 65 personnes ont perdu la vie. Les dégâts matériels se sont élevés à 27 milliards de dollars. Parmi les structures détruites par la tempête se trouvait un élevage de reptiles situé au sud de Miami, qui abritait une importante population reproductrice de pitons birmanes. Les enclos se sont effondrés. Un nombre indéterminé de grands constricteurs tropicaux se sont glissés dans le paysage inondé et ont disparu dans les eaux. Personne n'a organisé de recherche. Dans le chaos qui a suivi un ouragan de catégorie 5, des serpents en fuite n'étaient pas la priorité. Le relâché lié à Andrew n'était qu'un élément parmi d'autres dans un phénomène plus vaste. Tout au long des années 80 et 90, des dizaines de milliers de propriétaires d'animaux de compagnie à travers le sud de la Floride avaient acheté des pitons birmans comme animaux exotiques. Ces animaux étaient vendus sous forme de jeunes éclos, à peine plus épais qu'un crayon. En quelques années, ils atteignaient 3,5 m et nécessitaient des pièces entières plutôt que des terrariums. La solution adoptée par trop de propriétaires était de conduire jusqu'aux abords des Everglades et de relâcher l'animal. Ils croyaient lui rendre sa liberté. En réalité, ils introduisaient un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire dans un écosystème totalement sans défense contre lui. Les Everglades constituent, en termes structurels, l'habitat idéal pour un python birman. Plus de 600 000 hectares de zones humides subtropicales, une chaleur et une humidité permanentes tout au long de l'année. Une source de nourriture si abondante et si totalement dépourvue de toute préparation face à l'arrivée d'un grand constricteur à l'affût que ces marécages fonctionnaient, du point de vue du python, comme un buffet à volonté sans heure de fermeture. La faune indigène, ratons laveurs, opossums, lapins,
oiseau des marais, cerf de Virginie, avaient passé des milliers d'années à coévoluer avec les véritables prédateurs de la région, alligators, lynx roux, panthères de Floride. Le python birman était en dehors de tout schéma évolutif connu. Un raton laveur dans les Everglades n'avait jamais croisé un prédateur en embuscade capable d'atteindre 4 mètres et demi, de détecter la chaleur corporelle dans l'obscurité totale, de rester immobile dans 5 centimètres d'eau pendant des heures et de frapper plus vite que le système nerveux du raton ne pouvait réagir. Le raton laveur passait devant un python lové, comme n'importe quelle personne ordinaire pourrait passer devant un tuyau d'arrosage. Le docteur Frank Mazzadi, professeur en écologie de la faune sauvage à l'Université de Floride et l'un des chercheurs fondateurs du programme moderne de lutte contre les pythons, a formulé les choses d'une manière qui a marqué chaque scientifique l'ayant entendu. Lâcher des pythons birmans dans les Everglades, disait-il, c'était comme lâcher des loups dans un zoo pour enfants. Les pythons ne se sont pas contentés de survivre, ils ont dévoré. Une femelle python birmane pond entre 50 et 100 œufs par couvée et les incube avec le même dévouement thermique qu'un oiseau en train de couver. Les femelles s'enroulent autour de la ponte et frissonnent pour élever la température interne des œufs de plusieurs degrés au-dessus de l'environnement ambiant, un comportement physiologique davantage associé aux oiseaux qu'aux reptiles. Aucun prédateur indigène du sud de la Floride n'avait développé de stratégie face ni aux adultes ni aux couvées. La trajectoire de la population est montée en flèche. Les estimations les plus prudentes situent la population de pythons birmans dans le sud de la Floride à environ 100 000 individus. Les estimations les plus élevées, provenant de groupes de recherche travaillant dans l'ouest des Everglades, atteignent 300 000. 300 000 prédateurs apex, dans un écosystème qui n'en comptait aucun 20 ans plus tôt. Mazzadi a publié en 2012 une étude majeure dans les actes de l'Académie nationale des sciences, documentant les dégâts écologiques dans les zones du parc national des Everglades où les pythons s'étaient installés. Les ratons laveurs dans les zones touchées avaient diminué de 99,3%, pas 10%, pas 50%, pas 80%, passant d'omniprésent à pratiquement absent sur l'ensemble de la zone étudiée. Les opossums avaient chuté de 98,9%. Les bobcats avaient reculé de 87%. Espèce après espèce, ce n'était pas une simple réduction. C'était un effondrement structurel au niveau des populations, mais les chiffres ne sont pas la partie la plus troublante de ce bilan. La partie la plus troublante, c'est le silence. Mazzadi a décrit, dans plusieurs entretiens, le fait de parcourir en voiture ces mêmes routes des Everglades qu'il avait empruntées pendant 3 décennies. Des routes où, dans les années 80, un conducteur ne pouvait pas avancer 100 mètres après la tombée de la nuit sans ralentir pour laisser passer un animal. Aujourd'hui, son équipe roule pendant des kilomètres sans rien trouver. Aucun mouvement, aucun regard dans les phares, seulement la route, les herbes assis et le ronronnement du moteur, dans un silence qui ne devrait pas exister dans une zone humide subtropicale en bonne santé. Il a raconté s'être arrêté à un endroit précis où, dans les années 80, il avait photographié 53 mammifères individuels sur une période d'observation de 2 heures. En descendant du véhicule aujourd'hui, à l'écoute, rien. Les conséquences dépassent la seule perte écologique. Les Everglades assurent la protection contre les inondations et la filtration de l'eau pour des millions de personnes. Elles alimentent les aquifères d'eau potable de l'une des régions métropolitaines à la croissance la plus rapide des États-Unis. Des écologistes ont estimé leur contribution économique annuelle à plus de 31 milliards de dollars. Les petits mammifères que les pythons ont consommés n'étaient pas périphériques à ce système. Ils étaient fondamentaux pour la chaîne alimentaire qui soutient les oiseaux, les reptiles, et en fin de compte la végétation filtrante qui fait fonctionner l'ensemble du système hydrologique. Les pythons ne se contentaient pas de manger des animaux, ils démontaient une machine chassant des fantômes dans les herbes. La réponse officielle de la Floride a débuté au niveau de l'État avec le Florida Python Challenge, un concours de chasse publique administré par la Commission floridienne pour la conservation des poissons
et de la faune sauvage. Dans son édition de 2024, les participants ont retiré 195 pitons birmanes au cours d'un événement de 10 jours. Si la population réelle de pitons dans l'État est de 300 000 individus, ce chiffre représente 0,065% du total. Un seul regroupement reproducteur suffirait à remplacer chaque serpent retiré par ce concours. Ce n'était pas une solution. Ce n'était pas, dans aucun sens statistique, une avancée notable. L'État est passé de la compétition publique au contrat professionnel. Des chasseurs sous contrat à temps plein ont été engagés pour travailler dans des zones spécifiques des Everglades, dans le cadre de contrats pluriannuels gérés conjointement par le district de gestion des eaux du sud de la Floride et les programmes de la Commission floridienne. Donna Khalil, première femme chasseuse sous contrat du programme, est devenue l'une des plus médiatisées. Elle a décrit ce travail dans des termes qui témoignent de ce que l'invasion a fait à l'environnement sous-jacent. Elle décrit la chasse aux pitons birmans la nuit dans les Everglades comme une traque de fantômes. Le faisceau du casque balaie les berges d'un canal pendant des heures sans rien trouver. Rien. Rien. Puis quelque chose apparaît tout au bord du champ de vision, une ombre qui ne correspond pas à la végétation environnante, et elle se précise en un corps aussi large qu'un poteau téléphonique, enroulé sur lui-même au point que, jusqu'à ce qu'il bouge, il ressemble à un système racinaire affleurant la surface. Ce travail professionnel est épuisant physiquement. Khalil a raconté des nuits où elle a pataugé dans des eaux de marais jusqu'à la taille pendant 6 ou 7 heures d'affilée, dans des conditions de visibilité qui réduisent à néant la plupart des autres activités de pistage. Elle a évoqué le poids réel d'un grand python femelle, la difficulté d'extraire un animal de 90 kilos de l'herbe assis et dense sans aucune aide physique, et le poids psychologique cumulatif de ce travail dans un écosystème où chaque animal retiré est immédiatement remplacé par un autre qu'elle ne peut pas voir. Depuis le lancement du programme de contractuels en 2017, les chasseurs professionnels ont retiré plus de 23 000 pitons birmans de Floride, 23 000 animaux. Et pourtant, d'après les estimations de la population active, ce chiffre ne représente toujours pas plus de 5% du total. La population ne cesse de se reconstituer en permanence. Toutes les approches technologiques sérieuses qui ont été tentées ont échoué. Les drones à imagerie thermique, qui fonctionnent parfaitement sur des cibles à sang chaud, sont incapables de distinguer les constricteurs à sang froid de la végétation ambiante, car les pitons épousent étroitement la température de leur environnement. Les leurres robotiques imitant des proies sont tout simplement ignorés. Les pitons sont des prédateurs en embuscade. Ils attendent patiemment l'arrivée d'une vraie proie. La seule méthode ayant produit des résultats durables est le programme du serpent Judas. Des chercheurs implantent chirurgicalement un traceur GPS dans un python mâle sexuellement mature, le relâchent, puis suivent ses déplacements pendant la saison de reproduction jusqu'à un rassemblement d'accouplement regroupant plusieurs femelles. Ian Bartoszek, de la Conservancy of Southwest Florida, a été le pionnier de cette technique et l'a utilisée pour localiser et retirer certaines des plus grandes femelles reproductrices jamais recensées, dont des individus pesant plus de 90 kilos. Le programme Judas a produit le taux de retrait par heure le plus élevé de toutes les techniques actuellement employées. Il n'a toujours pas commencé à combler l'écart. L'étendue spatiale des Everglades rend toute couverture significative pratiquement impossible avec les effectifs actuels. Les chasseurs chevronnés ont commencé à dire ce que les agences d'État ont été réticentes à reconnaître officiellement. Mike Kimmel, le contractuel floridien connu publiquement sous le nom de Python Cowboy, a déclaré dans plusieurs interviews que les animaux apprennent. Les serpents se retirent progressivement dans les zones profondes de herbes à scier et de bosquets de cyprès où aucune présence humaine régulière n'a été maintenue. Les populations reproductrices se concentrent dans les secteurs les plus difficiles d'accès. Ils s'adaptent à la pression d'élimination plus rapidement que cette pression ne s'adapte à eux. La découverte parallèle qui a entièrement redéfini les efforts de réponse ne concernait pas les pitons birmans eux-mêmes.
Elle concernait quelque chose que les pitons avaient apporté avec eux. Le docteur Terence Farrell, herpétologiste à l'université Stetson, effectuait des bilans de santé de routine sur des animaux capturés dans la nature lorsqu'il remarqua quelque chose d'anormal au sein de la communauté de serpents indigènes. Pas chez les pitons, mais chez les espèces locales, des serpents jarretières, des crotales pygmées, des diamantins de l'Est, tous apparaissant dans ces échantillons, émaciés, apathiques, la gueule ouverte en une détresse respiratoire visible. Lorsque son équipe pratiqua des nécropsies sur les animaux touchés, le schéma était constant et grave. Les poumons des serpents indigènes étaient remplis de dizaines de petits organismes translucides et pâles, visiblement vivants, visiblement mobiles, enchevêtrés en masse dense à l'intérieur des voies respiratoires d'animaux qui suffoquaient lentement. Chez les animaux, encore en vie lors de l'examen, on pouvait observer ces organismes qui s'extrudaient par des gueules trop faibles pour se refermer. L'organisme fut identifié comme Rayleigh orientalis, communément appelé le ver pulmonaire des serpents. Il s'agit d'un parasite pentastomide originaire d'Asie du Sud-Est. Il est arrivé en Floride à l'intérieur des pitons birmans. Le parasite et le python partagent des millions d'années d'histoire coévolutive commune. Dans leur aire de répartition naturelle partagée, le système immunitaire du python gère la charge parasitaire sans produire d'effets cliniques graves. Le python fonctionne comme un hôte porteur. Il héberge le parasite, il le transmet. Il n'en meurt pas. Les serpents indigènes de Floride n'ont jamais été en contact avec ce parasite. Leurs systèmes immunitaires ne disposent d'aucun modèle évolutif pour y répondre. Farrell a décrit la situation comme un premier contact entre des explorateurs européens et des populations indigènes isolées, sans exposition préalable aux maladies que ces explorateurs transportaient. Un groupe avait développé une certaine résistance au fil de siècles d'exposition. L'autre n'en avait aucune. Les conséquences en Floride ont été catastrophiques. La voie de transmission rend la propagation quasi impossible à enrayer par une intervention unique. Un python infecté dépose des déjections contenant des larves microscopiques de vers pulmonaires. Les cafards, omniprésents dans tout l'écosystème des Everglades, consomment ces déjections et ingèrent les larves. Une grenouille indigène mange un cafard infecté. Un serpent indigène mange la grenouille. Rien dans cette chaîne n'est apparent. C'est ainsi que la trame alimentaire des zones humides a toujours fonctionné. Sauf que désormais, chaque grenouille de la chaîne porte potentiellement une condamnation à mort pour le prochain serpent qui la consomme. Et ce serpent n'a aucun moyen de détecter l'infection avant d'être engagé dans le processus. La docteure Melissa Miller, parasitologue chercheuse à l'Université de Floride qui a travaillé de manière approfondie sur cette épidémie, a établi l'étendue géographique et taxonomique complète de l'invasion. Au moins 18 espèces distinctes de serpents indigènes ont été confirmées comme infectées. La distribution géographique du parasite s'étend désormais aussi loin au nord que Jacksonville, à plus de 300 km de la zone d'introduction initiale dans les Everglades. Puis l'équipe de Miller a confirmé la découverte qui a transformé le cadre stratégique opérationnel des efforts de réponse. Le ver pulmonaire n'a plus besoin du python birman. Le parasite a accompli un changement d'hôte. Il a établi un cycle de transmission autonome qui fonctionne entièrement au sein de la communauté de serpents indigènes, sans aucune implication du python birman à quelque stade que ce soit. Même si chaque python birman de Floride pouvait être retiré du jour au lendemain, le ver pulmonaire demeurerait. Il est désormais dans les cafards, il est dans les grenouilles, il est dans les serpents indigènes, il se propage à travers l'écosystème selon ses propres règles. La Floride fait maintenant face à 2 fronts d'invasion simultanés. Les pythons déciment la communauté de mammifères par le haut. Le ver pulmonaire détruit la communauté de reptiles indigènes par le bas. Les Everglades sont démolis à la fois par le toit et par les fondations en même temps. Mais enfouis dans les données de l'étude sur l'épidémie, les équipes de Farrell et de Miller ont identifié une anomalie significative. Le mocassin d'eau de Floride, Achistrodon conanti,
semblent présenter une résistance substantielle aux vers pulmonaires. L'équipe de Frel a examiné des mocassins d'eau dans des zones d'infection intense confirmées et n'a presque rien trouvé. Une charge parasitaire si faible qu'elle est fonctionnellement insignifiante chez une espèce qui devrait, selon tous les modèles prédictifs, être dévastée. Aucun membre de l'équipe de recherche n'a encore été en mesure d'identifier le mécanisme biologique qui produit cette résistance. Mais quelque part dans l'immunologie de cette unique espèce résistante, il existe peut-être des informations qui pourraient éventuellement être utilisées pour protéger les autres espèces indigènes qui ne présentent aucune résistance. L'empereur revient. La prochaine annonce de la Commission de conservation des poissons et de la faune sauvage de Floride, faite en coordination avec des organisations partenaires de conservation, a provoqué une indignation publique immédiate dans les communautés environnantes. L'agence annonçait qu'elle relâchait délibérément des centaines de grands serpents dans la nature dans le nord de la Floride. Les résidents qui ont réagi avec indignation n'avaient pas lu au-delà de la première phrase de l'annonce. Le serpent relâché était l'indigo oriental. Ce n'était pas un envahisseur, c'était exactement le contraire. C'était une espèce indigène du sud-est des États-Unis. Autrefois abondant à travers la Floride et la Géorgie, il avait été conduit à l'extinction fonctionnelle dans la majeure partie de son aire de répartition historique par la destruction de son habitat au cours du XXe siècle. Absente des écosystèmes auxquels elle appartient depuis plus de 50 ans. La couleuvre indigo de l'Est, connue sous le nom de Dry Marchonquiri, est le plus long serpent indigène d'Amérique du Nord. Ses écailles, d'un noir si profond, se diffractent en reflets bleu-vert, irisés, lorsqu'elles sont exposées à la lumière directe du soleil. Le mot que les chercheurs et les photographes animaliers emploient le plus spontanément pour décrire une couleuvre indigo de l'Est rencontrée sur le terrain n'est pas impressionnant, ce n'est pas saisissant, c'est magnifique. Mais l'importance écologique de la couleuvre indigo de l'Est n'a rien à voir avec son apparence. Elle tient à ce qu'elle mange. La couleuvre indigo de l'Est est une ophiophage, une mangeuse de serpents. Elle est entièrement immunisée contre le venin de tous les vipéridés à fossettes natifs d'Amérique du Nord. Crotales, cotonneux, tête de cuivre. L'indigo les maîtrise grâce à la puissance de ses mâchoires et à sa masse corporelle, puis les avale tête la première pendant qu'ils se débattent encore. Le docteur Dirk Stevenson de la société Orion, qui dirige le principal programme de restauration de la couleuvre indigo de l'Est depuis plus de 2 décennies, a qualifié cette espèce d'impératrice du sol forestier. Au ras du sol, dans une forêt du sud-est intacte, une couleuvre indigo adulte ne rencontre aucun adversaire capable de lui tenir tête. L'espèce atteint couramment 2,40 m de longueur. Certains individus ont été répertoriés à plus de 2,70 m, mais l'impératrice avait été chassée de l'ensemble de la partie nord de son aire de répartition historique. La couleuvre indigo de l'Est dépend des terriers de tortues Gopherus pour s'abriter, en particulier durant les mois d'hiver, lorsque les conditions en surface de l'écosystème de pins des marais deviennent trop froides pour qu'un grand serpent d'origine tropicale puisse rester actif. La société Orion a lancé un programme de reproduction en captivité à long terme au début des années 2000, puis a consacré plus d'une décennie à reconstruire les écosystèmes de pins des marais dans la région du Panhandle de Floride. La restauration n'était pas simplement une question de plantation d'arbres. Il fallait reconstituer l'ensemble de la communauté d'espèces, dont une pinède des basses terres fonctionnelles a besoin pour prospérer. Les graminées du sous-bois, le régime d'incendie, y compris les brûlages dirigés réguliers dont dépendent les écosystèmes de pins des marais, et les colonies de tortues Gopherus qui fourniraient à terme les réseaux de terriers nécessaires à l'hivernage des indigos. Une fois le cadre d'habitat établi, la société a commencé à relâcher des couleuvres indigos de l'Est, élevées en captivité dans la réserve d'Apalachicola, Bluffs and Ravines, dans le Panhandle de Floride. Puis, à la fin de l'année 2023, un piège photographique positionné à l'entrée d'un terrier de tortues Gopherus dans la réserve a capturé des images que Stevenson a regardées 11 fois avant de s'autoriser à accepter ce qu'il voyait. 2 jeunes couleuvres indigo de l'Est nouvellement écloses, non pas des animaux relâchés, mais des juvéniles nés dans la nature, conçus dans la nature,
éclos dans la nature sans aucune assistance humaine, à peine plus long qu'un crayon, se déplaçant avec la tranquille assurance d'animaux qui n'ont aucun prédateur sérieux dans l'environnement qu'ils venaient d'intégrer. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, des couleuvres indigos de l'Est se reproduisaient de manière autonome dans la nature, dans le nord de la Floride. L'impératrice ne se contentait pas de revenir, elle reconstruisait sa dynastie. Revenons à présent à la caméra de trail du docteur Kirkland. Les images qui l'ont poussé à rappeler son équipe ce soir-là, ce que la caméra avait capturé dans la hammock de cyprès à 40 mètres à l'intérieur de la réserve nationale de Big Cypress, c'était un lynx roux. Un animal d'environ 11 kilos traînant le corps décapité d'un python birman d'environ 22 kilos à travers la boue en direction des arbres. La tête du python avait disparu, ciblé en premier, neutralisé, puis le reste du serpent tué ensuite. Le lynx revendiquait la carcasse. Pendant 20 ans, le python birman avait occupé l'écosystème du sud de la Floride en tant que prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, sans adversaire sérieux. Non pas parce que les prédateurs indigènes étaient fondamentalement incapables de s'attaquer à un python. Les alligators en sont physiquement capables. Les lynx roux en sont physiquement capables. Les panthères de Floride en sont certainement capables. Le frein était d'ordre comportemental. Les prédateurs indigènes n'avaient aucune expérience acquise avec cet animal. Ils ne le reconnaissaient pas comme une proie. Cela était en train de changer. Au cours des 3 années précédentes, des alligators avaient été observés en train de tendre des embuscades à de plus jeunes pythons dans les eaux peu profondes. Des caméras de surveillance installées dans le parc national des Everglades avaient filmé un panthère de Floride, l'une des moins de 200 individus encore en liberté, qui traquait un python pendant 20 minutes consécutives à travers un fourré de palmiers nains avant de fondre sur sa proie et de lui porter le coup fatal. Lorsque les températures hivernales chutent, le métabolisme d'un python ralentit et sa réactivité face aux menaces diminue considérablement. La tête d'un python est proportionnellement vulnérable face à un prédateur suffisamment rapide pour conclure le combat avant que les anneaux n'aient le temps d'entrer en action. Pour la première fois en 20 ans, les pythons essuyaient des pertes. Les Everglades ne se rétablissaient pas, mais le territoire n'était plus dévoré sans résistance. L'écosystème se défendait et les serpents indigos orientaux avançaient. La population élevée en captivité et relâchée dans le nord de la Floride avait commencé à se reproduire de manière autonome. L'extension naturelle du territoire d'une population d'indigos prospère s'effectue vers le sud. Un jeune python birman de 9 à 12 décimètres entre dans la fourchette de taille qu'un indigo oriental adulte peut raisonnablement maîtriser et ingérer. Face à un python de petite taille, l'indigo remporte presque certainement l'affrontement. Une femelle python birman adulte de 4,50 m pesant entre 70 et 90 kg représente une équation fondamentalement différente. Stevenson a été interrogé sur cette confrontation potentielle lors de plusieurs entretiens. Sa réponse est restée la même. Il affirme qu'il ne sait pas, personne ne le sait. La rencontre n'a pas encore été observée à l'état sauvage, mais il existe une possibilité biologique réelle que l'indigo oriental puisse, avec le temps, exercer une pression de prédation significative sur la population juvénile de python birmans dans les écosystèmes où les deux espèces finissent par cohabiter. Chaque jeune python birman qui n'atteint pas l'âge de se reproduire représente un échec reproductif pour l'invasion. L'indigo oriental ne vaincra peut-être pas les pythons. Il pourrait néanmoins ralentir sensiblement leur reproduction. Et au-dessus de tout cela plane la question que Frel a déclarée à plusieurs reprises être celle qui le préoccupe le plus. Non pas les pythons eux-mêmes, mais le ver pulmonaire. Raileyella orientalis peut-il infecter le serpent indigo oriental? L'immunité au venin de l'indigo oriental est extrêmement spécifique. Elle est liée à des caractéristiques moléculaires particulières de la composition sanguine de l'indigo qui neutralisent les enzymes précises présentes dans le venin des vipères à fossettes. Rien ne permet de supposer que cette immunité s'étende à un hématode parasite dont le profil biologique est totalement différent.
Si le ver pulmonaire atteint les populations d'indigos orientaux avant que celles-ci ne parviennent à des densités autosuffisantes dans les zones de reconquête, le parasite pourrait fonctionnellement éliminer l'empereur avant que celui-ci n'ait eu l'occasion d'accomplir ce que tous les acteurs impliqués dans l'effort de réponse attendent de lui. Le ver pulmonaire pourrait anéantir la restauration. Kirkland a conservé pour lui une copie personnelle de la carte mémoire de la caméra de surveillance. Il a confié lors d'un entretien que les nuits où le travail lui pèse particulièrement, il regarde les 6 semaines d'images condensées en une seule session. Le calme, ces longues plages nocturnes où rien ne traverse le cadre, le silence que Maddy avait décrit depuis les routes, ce même silence capturé sur la carte mémoire, immobile et indifférent au cœur de l'écosystème là où l'invasion a causé ses pires ravages. Et puis les 20 secondes de footage montrant le bobcat qui traîne le python décapité à travers le champ de vision. Ce seul instant en 6 semaines où la balance a penché ne serait-ce que fugacement, du côté de l'écosystème que l'invasion s'était employée à démantibuler, la bataille pour les Everglades. Ce qui a commencé avec un petit nombre de pythons birmans relâchés ou échappés au début des années 90 est devenu l'une des crises d'espèces prédatrices invasives les plus importantes de l'histoire écologique moderne en Amérique du Nord. En l'espace de 3 décennies, ces constricteurs se sont répandus dans tout le territoire des Everglades et se sont établis dans un écosystème structurellement optimisé pour leur survie. Sans ennemis naturels ayant évolué pour les combattre, face à une abondante réserve alimentaire non préparée à leur présence, et grâce à une stratégie reproductrice générant entre 50 et 100 petits par couvée, la croissance démographique a été exponentielle. Dans les zones les plus touchées, les populations de mammifères indigènes se sont effondrées de plus de 90%, transformant des zones humides, autrefois vivantes, en paysages marqués par un silence dérangeant et structurellement inédit. Les pythons ne sont qu'une partie du problème. La découverte parallèle que le ver pulmonaire du serpent a franchi le seuil de la communauté des serpents indigènes et établi un cycle de transmission autonome sans intervention supplémentaire des pythons a profondément modifié le cadre stratégique de la réponse. Le parasite se propage via la chaîne alimentaire ordinaire, des cafards aux grenouilles, puis aux serpents indigènes, et détériore les poumons des animaux infectés jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer. Même l'élimination totale de la population de pythons birmans, inaccessible avec les technologies actuelles, ne permettrait pas d'éradiquer le parasite. En réaction, les agences de protection de la faune ont lancé un effort interagence sans précédent. Des chasseurs professionnels sous contrat ont retiré plus de 23 000 pythons depuis 2017. Des chercheurs ont mis au point le programme de suivi de serpents Judith pour localiser les regroupements reproducteurs. Des groupes de conservation ont entrepris de restaurer des espèces indigènes, comme le serpent indigo de l'Est, un prédateur apex qui pourrait, avec le temps, aider à contenir les jeunes pythons avant qu'ils n'atteignent l'âge de se reproduire. Des prédateurs indigènes, notamment des lynx roux, des alligators et la panthère de Floride en voie de disparition, ont commencé à s'attaquer aux pythons selon des schémas qu'aucun des modèles écologiques en usage n'avait anticipés, ce qui suggère que la communauté de prédateurs indigènes apprend à reconnaître l'envahisseur comme une proie. Aujourd'hui, les Everglades se trouvent à un carrefour. Les pythons continuent de se répandre, le parasite continue de circuler au sein de la communauté des serpents indigènes. Pourtant, les indigos de l'Est se reproduisent dans la nature pour la première fois depuis un demi-siècle, et les prédateurs indigènes commencent à riposter. L'issue demeure incertaine, la bataille est loin d'être terminée. Et sur la carte mémoire de Michael Kirkland, dans la 22e séquence, il observe les nuits où le travail pèse le plus lourd. L'écosystème reprend, pour la première fois depuis une génération, un petit fragment de ce que l'invasion lui a arraché. Ce n'est pas une guérison, ce n'est pas, dans le cadre de travail de quiconque au sein de son équipe, une solution, mais c'est la première image de